Bonjour à tous. Ils sont partout autour de nous, discrets, la plupart du temps invisibles, mais ils sont bien là, dans l'espace, au bureau, au fond des mers, dans les blocs opératoires ou encore dans votre cuisine. Ils sont devenus indispensables sans même que nous nous en rendions compte. Je veux bien entendu parler des robots, qu'ils soient domestiques, industriels, drones ou encore voitures autonomes. Ils font partie de nos vies. Mais sommes-nous prêts à plus ? Sommes-nous prêts à parler ou donner des directives debout, les yeux dans les yeux, si je puis dire, à un robot humanoïde qui se comporterait de la même manière que nous ? Êtes-vous prêts à confier vos enfants à votre tout nouveau BabyBot Sitter ? S'il peuple les livres et les films de science-fiction depuis des décennies, seriez-vous prêts à les voir débarquer dans votre salon ? R2-D2, ok, mais Terminator ? Et c'est justement là que se situe la nuance de notre perception, une simple nuance qui pourrait nous faire passer de la fiction à la réalité, avec la crainte que certains d'entre eux se comportent dans la réalité comme dans certaines fictions. Mais on n'en est pas là, rassurez-vous. Non, la question que nous devons nous poser n'est pas de savoir si ça va arriver, mais comment ça va arriver. Je vous le disais, pour le moment, ils sont discrets, voire invisibles, mais les voir évoluer près de nous, dans notre intimité, voire même dans notre corps, ouvre un champ immense de questionnements anthropologiques et sociologiques. Pour autant, faut-il en avoir peur ? C'est une des questions que je vais poser à mon invité maintenant. Olivier Stas, bonjour. Bonjour Laurent. Alors, vous êtes le directeur de recherche au CNRS, section robotique pour le groupe Gepetto. Vous êtes localisé à Toulouse, d'où ce Skype. Avant de rentrer un petit peu dans votre science, dans votre savoir, je voudrais juste partager avec vous un paradoxe que j'ai lu sur Twitter qui m'a fait sourire. Je ne sais pas si ça va vous faire sourire, alors je vous le lis. Curieuse époque tout de même où des ordinateurs demandent constamment à des humains de prouver qu'ils ne sont pas des robots. Est-ce que ça veut dire que les robots se méfient d'eux-mêmes ? Alors, pour les robots, ou plutôt les bots, qui sont des intelligences artificielles non incarnées, oui, c'est assez classique. Moi, je me concentre plutôt sur les robots incarnés, qui ont un corps anthropomorphe, et où le problème est un petit peu différent, c'est plutôt de bouger. Voilà. D'accord. Donc, en fait, ce qui va être, c'est quand un humain me demandera de lui prouver que je suis véritablement un humain et pas un robot que ça va être un gros problème, c'est ça ? Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Alors, justement, là, vous avez, en une phrase, vous m'avez cité anthropomorphique, bot, robot. Donc, ce qui serait peut-être bon, c'est de faire un peu alors, je ne sais pas si ça se dit, une pédagogie lexicale. Quelle différence y a-t-il entre robot, bot, humanoïde, androïde ? Alors, les bots, ce sont surtout des programmes d'intelligence artificielle qui sont exécutés sur des ordinateurs, des serveurs, et vous ne savez pas trop où ils peuvent être n'importe où. Ça a assez peu d'importance, et donc du coup, ils vont mimer textuellement une interaction avec quelqu'un que vous auriez, par exemple, via Twitter ou des systèmes de messages. Les robots type Android, c'est vraiment une notion qui est plus proche de l'être humain, où l'intelligence est embarquée sur un système mécanique, comme vous voyez ici le Solo. Donc c'est un petit robot à quatre pattes, et où l'intelligence est surtout dans le mouvement. Là, en fait, ça fait partie de vos projets actuels, c'est ce que vous êtes, c'est sur ça que vous travaillez. Tout à fait. Pour nous, c'est l'intelligence du mouvement. Voilà. L'intelligence du mouvement. Mais justement, alors pour en terminer avec les bots, est-ce que vous avez une idée à peu près combien de fois par jour ou par heure ou par minute on est en interaction avec des bots ? Ça dépend quoi ? De nos activités professionnelles, des pays où on vit ? Comment on peut essayer où il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de réponse à ça ? Alors, sur les bots, et pas les androïdes ou les robots, vous êtes pratiquement tous les jours, vous êtes en interaction. Quand, par exemple, vous appelez un centre d'appel, un centre de support, généralement, on passe par des bots. La plupart des systèmes d'aide, par exemple, que vous trouvez chez Free ou certains opérateurs téléphoniques, vous passez déjà par un filtre de bots qui permet d'aiguiller et de soulager les opérateurs à faire des opérations un petit peu automatiques d'aiguillage. Voilà. Et là, effectivement, ils sont intéressants et vous avez une interaction très, très, très rapide. Pour les robots, c'est plus localisé plutôt dans les centres industriels ou sur des tâches extrêmement répétitives et physiques. D'accord. Un robot, en fait, parce qu'on est bien d'accord qu'un robot sans logiciel, alors peut-être que j'utilise des termes de néophyte, mais un robot sans logiciel, voire même sans bot, c'est rien, quoi. C'est comme une voiture sans conducteur.
Tout à fait, tout à fait. Mais je dirais que c'est un petit peu comme un être humain. On est intelligent parce qu'on a un corps, et on a un corps qui est extrêmement capable. Et donc, du coup, à cause de la complexité de notre corps, on a besoin d'un cerveau. Par exemple, on n'a aucun intérêt à avoir une table intelligente, la table ne bougeant pas et n'ayant aucune capacité d'action. Donc, en robotique, ce qui est intéressant, c'est cette relation qu'il y a entre le programme, l'intelligence, et les capacités motrices. Alors, la robotique est une science assez jeune, puisqu'elle a débuté à peu près il y a 70 ans, si je ne m'abuse, mais on a commencé à parler des robots dès 1920, comme on va le voir dans ce sujet préparé par Barnabé Deveau, qui revient un peu sur l'histoire du robot et comment les robots sont apparus dans nos vies. On regarde. C'est en 1920 que l'écrivain tchèque Karel Čapek publie une pièce de théâtre qui va révolutionner le monde de la science-fiction, Rossum's Universal Robots. Dans son œuvre, il décrit un monde futuriste peuplé de machines à l'apparence humaine, il les appelle les robots, un dérivé de robota, mot slave signifiant travail et corvée. Cette pièce est à l'origine de toutes les autres œuvres cinématographiques et littéraires comme 2001 l'Odyssée de l'espace, Star Wars Terminator ou Wall-E. Les artistes n'ont pas été les seuls inspirés par cette pièce de théâtre. Dès les années 50, les ingénieurs se sont penchés sur le sujet et ont créé une nouvelle science, la robotique. This is Movie Time. Leslie Mitchell reporting. Le tout premier robot voit le jour en 1967, son nom Unimate, son objectif aider à l'assemblage des voitures. Par la suite, bon nombre d'entre eux vont se développer, certains auront la chance de se rendre dans l'espace, comme l'Unocode 1, un robot russe dont la mission était d'espionner les Américains en 1970. D'autres s'orienteront vers le domestique avec notamment le Tommy Dust Boy, un droïde capable d'aspirer une petite quantité de poussière. Ces premières versions ne sont pas toujours une réussite, mais permettent aux ingénieurs de s'améliorer année après année, si bien qu'aujourd'hui, il est possible de trouver un robot pour à peu près tous les domaines. Ils peuvent intervenir chez les plus jeunes, comme ici avec le Kiko, le robot assistant scolaire, mais aussi chez les plus âgés, notamment du côté de l'Institut de recherche de Toyota, qui travaille sur des robots domestiques pouvant venir en aide dans les tâches du quotidien. Les robots peuvent aussi être une source de divertissement, notamment dans le domaine du sport et du football avec la RoboCup. Créé en 1996, ce tournoi est une véritable Coupe du Monde pour les droïdes, un tournoi pour lequel les Français ne sont définitivement pas en reste, puisque c'est Roban, un groupe de recherche bordelais, qui a ramené la coupe à la maison lors de la dernière édition. Vous l'aurez compris, avec toutes ces innovations, les robots devraient devenir d'ici quelques années des membres à part entière de notre quotidien, que ce soit dans la cuisine, dans l'espace ou à l'hôpital, leur utilité est quasi sans limite. Mais si les innovations en matière de robotique se multiplient, une question se pose, faudra-t-il instaurer de nouvelles lois éthiques pour éviter un scénario de science-fiction ? Olivier, la dernière question, là, selon vous, c'est une question qu'il est légitime de se poser ou on en est encore tellement loin que pour le moment, ce n'est que de la spéculation intellectuelle qui ne sert à rien? Non, on se la pose. D'ailleurs, je fais partie du groupe de roboticiens qui a signé la pétition contre l'utilisation des armes automatiques. Il faut savoir que notamment en Corée du Sud, il y a des tourelles automatiques qui existent et qui étaient capables de tirer à peu près 100 balles par seconde avec des systèmes de traque automatique. Donc non, il y a des vraies questions à se poser sur la mise en place de ces armes ou l'utilisation de la robotique. Et ça nécessite une mise en place éthique. Et donc, avec des collègues, on fait partie d'un groupe français d'éthique. Alors, on n'est pas les premiers, hein, on s'est posé la question un certain nombre de fois, et alors, ça a pris du temps, avec bien sûr toujours des échecs et des succès, mais en tant que scientifique, on ne peut pas faire l'économie de se poser des questions sociétales et éthiques. Des fois, on est entendu, des fois, on n'est pas entendu, mais on crée des outils, et ces outils, suivant leur utilisation, peuvent avoir des impacts non négligeables. Donc, en fonction de ce qu'on voit, de ce qu'on perçoit et des retours qu'on a avec les industriels, quand on nous pose la question, comme vous le faites maintenant, eh bien, on se permet de donner notre avis, notre retour, mais des fois plutôt en tant que citoyen et en tant qu'expert technique. Justement, c'est une des questions que je voulais vous poser. Quel est le point de départ de vos travaux? C'est d'abord approfondir une recherche en tant que scientifique
pour avancer sans but précis, mais juste voir évoluer un travail d'équipe? Est-ce que ce sont des commandes avec un cahier des charges par des grands industriels? Est-ce que non, ou alors est-ce que c'est des trucs très secrets pour le gouvernement français dont vous n'avez absolument pas le droit de parler? Et si même vous abordez le sujet, vous pouvez mourir dans les 48 heures? C'est quoi quel est l'élément de départ de vos travaux? Alors, je suis vraiment désolé. C'est pas aussi beau que comme vous l'avez formulé sur la dernière fois. Mais il y a une vraie, il y a une idée qui me guide depuis que j'ai commencé ces travaux-là, même avant de le faire. C'est une sorte de fascination sur le fait que l'être humain, tous les jours, résout des problèmes extrêmement difficiles sans s'en rendre compte. Voilà. Par exemple, le matin, vous vous levez et vous cherchez vos clés. Et là, sans vous en rendre compte, vous développez tout un ensemble de stratégies pour aller chercher vos clés. Par exemple, vous allez regarder dans un vase si vous n'avez pas oublié les clés, si elles sont tombées le long de votre pantalon, donc vous allez regarder en dessous de votre lit. Vous allez déplacer des objets, vous allez ouvrir des tiroirs. Et cette stratégie-là, quand on essaye de l'implémenter sur un système artificiel, eh bien, on se rend compte qu'il y a un tas de problèmes extrêmement compliqués à résoudre. Donc là, l'intérêt, c'est qu'on a un système qu'on connaît très bien, l'être humain, qu'on peut mesurer, à qui on peut poser des questions relativement simples dans ce contexte-là, et essayer d'arriver au même niveau fonctionnel sur un système artificiel. Et les gens ne se rendent pas compte, et c'est très, très compliqué. Oui, pour avoir travaillé un peu l'émission et m'être un peu informé, c'est pas vous que je vais le confirmer, mais je le confirme à nos téléspectateurs, oui, c'est très, 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 très compliqué. D'ailleurs, là, vous parlez d'inspiration humaine. J'ai souvent lu que la nature en elle-même était votre première source d'inspiration, que ce soit les insectes, les déplacements, les vols, comment dirais-je, les toiles d'araignée. Vous trouvez dans la nature tout ce qui est en fait le point de départ d'une réflexion et peut-être d'un progrès utile à l'homme? Alors, disons qu'il y a deux pendants. Il y a, comme vous avez pu le voir, là, c'est la question. On a un système physique qui existe. On ne sait pas comment il fonctionne, mais il existe, il est là. Et on n'arrive pas à faire l'équivalent. Voilà. Ça, c'est une première source d'inspiration en termes de questions scientifiques. Et effectivement, il y a une deuxième source qui est la mise en œuvre. Voilà. Donc après, on peut étudier effectivement l'être humain pour voir comment lui, le système biologique, résolve certaines questions et s'en inspirer et voir si, avec notre science et les objets techniques que nous construisons, nous arrivons à faire aussi bien, ou construire de nouveaux objets techniques pour faire aussi bien et dans certains cas mieux. Est-ce qu'il y a des travaux des projets sur lesquels vous refusez totalement de travailler? Je ne sais pas, peut-être pour de l'armement ou peut-être pour des trucs secrets, de l'espionnage ou quelque chose qui irait contre l'environnement. Vous avez une éthique personnelle, j'imagine, on en parlait il y a 2 secondes. Oui, bien sûr. Donc du coup, à titre personnel, je suis pas... J'évite de travailler sur les armes, en partie parce que j'ai une partie de ma famille qui travaille dans l'armée. Et je sais quels dégâts ça peut faire d'avoir des systèmes automatiques. Et je ne suis pas en train de cacher. Là, il y a plein de questions éthiques qui peuvent être assez profondes d'aller dans cette direction-là. Ce n'est pas toujours très facile de répondre à ces questions-là. Mais quand je peux éviter, j'évite de le faire. Mais je n'exclus pas que si un jour la vie de ma famille ou de ma propre existence en dépendait, je ne serais pas amené à développer des techniques qui me permettraient de sauvegarder l'intégrité d'un pays ou d'une démocratie auquel je crois. Alors Olivier, je vais vous poser la grande question la question que toute la population se pose et redoute, c'est est-ce que les robots vont voler nos métiers? L'OCDE a annoncé que 14% des emplois actuels vont disparaître dans les 10 prochaines années. Est-ce que c'est vrai? Alors, quand c'est des sources, l'OCDE, oui, il y a clairement des révolutions techniques qui arrivent. Mais je dirais un petit peu comme les personnes qui louaient des DVD, elles ont disparu. Personne n'en a parlé, mais c'est un métier qui n'existe plus maintenant. Donc, effectivement, avec l'introduction des technologies, il y a des métiers qui disparaissent. Il y en a d'autres qui réapparaissent. Ce que je peux vous dire, c'est que les études semblent montrer que les métiers qui réapparaissent sont généralement des métiers à plus haute technicité,
Donc ça, il faut le prendre en compte. Du coup, il y a une certaine partie de la population qui, malheureusement, risque de ne pas pouvoir continuer. Après, sur la distribution, c'est assez intéressant parce que donc, si on fait robots et bots confondus, on se rend compte qu'il y a deux types de métiers. C'est surtout, en fait, par exemple, il y a certains types de métiers, par exemple, les gens qui faisaient des recherches dans les papiers ou qui faisaient de la compilation de mots-clés. Eh bien, c'est des métiers qui pourraient paraître intellectuels, nécessitent une intelligence, mais en fait qui s'automatisent extrêmement bien. Et dans l'autre spectre, des métiers très manuels qui nécessitent en fait une extrême dextérité qu'on n'arrive absolument pas à refaire du point de vue physique. Et Vous avez un exemple? Eh bien, je vais vous donner un exemple. Il y a Boeing qui, pendant 7 ans, a essayé de mettre en place une usine faite uniquement de robots. Eh bien, ça a été un échec. Les robots n'étaient pas aussi bons que les travailleurs manuels, à tel point en fait qu'ils créaient plus de problèmes et qu'il fallait que les ouvriers derrière corrigent la production des robots parce que ça n'avait pas la qualité voulue. D'accord. Donc, en fait, là, pour le moment, la plus grande efficacité, c'est l'association de robots et d'humains. Souvent, c'est mieux. Et en fait, les retours qu'on a avec notamment des industriels, c'est qu'il y a un tout. Faire des robots qui sont financièrement viables et qui permettent de maintenir, par exemple, une société à un endroit, ça nécessite aussi des réglementations et d'avoir des niveaux techniques qui sont pas forcément, qui sont pas souvent faciles à obtenir avec des robots. Et ce qu'on constate, c'est que très très souvent, exploiter des êtres humains dans des zones à fort peu de protection, eh bien, c'est le meilleur moyen de voir des emplois qui partent et qui disparaissent. Alors, pour toutes les personnes qui, comme moi, s'intéressent un petit peu quand même au futur et à l'avenir, en regardant les réseaux sociaux, sont forcément tombés à un moment ou à un autre sur des robots qui appartiennent à une firme qui s'appelle Boston Dynamics, que j'imagine vous connaissez très bien. Alors je ne sais pas s'ils sont meilleurs que vous, en tout cas ils ont une communication qui est très très efficace. Boston Dynamics, c'est quoi ? Ils sont sur le mouvement, ils sont sur la robotique comme vous. Quelle est la plus grande différence entre vos travaux et les leurs ? C'est une question d'argent ? Oui, mais pas que. Donc là, vous avez Atlas qui est une merveille, c'est le robot le plus capable et le plus compétent dans le domaine. Et régulièrement, il déprime la communauté de chercheurs comme la nôtre avec les résultats exceptionnels qui arrivent. Alors, ce qui est intéressant... Olivier, juste je me permets de vous couper 2 secondes. Oui. On est d'accord que ce qu'on est en train de voir à l'image est juste hallucinant. Ah mais c'est hallucinant, oui, tout à fait. C'est le top à l'heure actuelle qu'on peut avoir. Alors, très très rapidement, qu'est-ce qui fait la différence avec nos travaux ? En fait, les logiciels qu'ils utilisent s'inspirent de nos travaux ou utilisent une partie de nos travaux. Voilà. Ils nous ont cité l'année dernière quand ils ont fait une présentation sur les logiciels qui sont utilisés sur ce robot-là. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un robot, c'est pas uniquement des logiciels, c'est un corps. Et là, ils sont à un niveau mondial exceptionnel. Ils refont tout le système tout seuls et ils itèrent constamment. Ensuite, la dernière chose, c'est que vous ne savez pas combien de fois ils arrivent à faire ce genre de système. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai essayé de leur demander si on pouvait l'acheter il y a 6 mois, et ils m'ont répondu que non. Ils ne vendent pas ce robot humanoïde-là. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de choses qui ne fonctionnent pas suffisamment bien pour pouvoir l'industrialiser. Là, on est en train de regarder la version optimale, on est d'accord, hein ? Ils en ont encore fait une nouvelle version qui est hallucinante. La dernière, là, qui fait des danses, c'est superbe. Là, une chose dont on parle jamais d'ailleurs dans les robots, parce qu'on imagine que c'est un peu de ferraille et des câbles, le matériau utilisé a son importance, c'est-à-dire qu'il y a des alliages précis qu'il faut faire, il y a des liquides, je ne sais pas, l'homme est constitué de chair, d'eau et d'os. De quoi est constitué principalement un robot, comme celui qu'on est en train de voir ? Alors, celui-ci, en fait, je ne connais pas toutes les parties, mais notamment, ils ont énormément travaillé sur les pieds qui sont légèrement flexibles et qui permettent d'aborder les chocs. Ce qu'ils ont fait, c'est que pour simplifier, les jambes sont très très fines et c'est extrêmement important. Et ils l'ont fait en fait parce qu'ils ont développé des imprimantes 3D qui impriment des matériaux en 3D et dans lesquels ils ont fait des veines. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un autre chercheur français, Samer Al-Fayed, qui avait inventé ce procédé-là légèrement avant Boston Dynamics pour en fait envoyer le fluide hydraulique dans le corps du robot.
Pardon, là, parce qu'il y en a un deuxième, il y a Spot aussi. Là, on vient de voir celui-là. Mais celui que je vais vous montrer maintenant, Spot, qui ressemble à un chien, j'avoue que la première fois que je l'ai vu, ils étaient deux en train d'ouvrir une porte pour pouvoir accéder dans un bureau. C'est limite effrayant. Vous avez conscience que la représentation même du robot, l'aspect qu'on va lui donner, ça va être peut-être le premier élément qui va déclencher l'approbation ou le rejet de la population. Tout à fait, tout à fait. J'en suis tout à fait conscient. Après, comme moi j'ai une vision très technique, généralement je sais comment ça fonctionne. Vous ne voyez pas ce problème-là? Je me suis rendu compte souvent que j'étais pas objectif. Donc du coup, je laisse des collègues qui sont très forts en psychologie gérer ce genre de choses-là. Je pense ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a des gens souvent qui projettent quelque chose, leur propre fantasme dans l'interaction avec le robot. Chose que je comprends, hein, c'est purement factuel, ça existe. Voilà. Après, vous voyez, par exemple, là, c'est pas du tout la même technologie. C'est des moteurs électriques. C'est plutôt le genre de technologie que nous, on utilise. Et en fait, là, pour le coup, Boston Dynamics, ils ont été plutôt suiveurs que innovateurs. Donc, leur robot, un robot Atlas, c'est comme si vous faisiez un câlin à un tractopelle. Là, sur les robots Spot, c'est des robots électriques et qui sont, alors, ce qui pourrait être contradictoire, du point de vue énergétique, beaucoup plus efficaces que le robot Atlas que vous avez vu précédemment. Et qui, lui, d'ailleurs, se vend, ce robot, le robot Spot. Oui, c'est pas celui-là qui a accompagné l'armée française dernièrement, je crois? Si, tout à fait, c'est ça, c'est exactement celui-ci. C'était quoi, un test ou ça a été une vraie commande? Alors ça, je ne sais pas, je suis désolé, je n'ai pas les détails. C'est là où vous êtes dans une confidentialité avec l'État, où vous ne pouvez pas parler. Non, pas du tout. Non, ça m'étonne pas, c'est vraiment des robots où les gens se sont posés des questions. Il m'a semblé que l'armée française a vu certaines limites dans l'utilisation. En général, ce qui se passe, c'est que c'est des robots quand même, comme ils sont obligés de compenser par la gravité, ils ont une autonomie qui est assez limitée, de l'ordre de 2 à 3 heures, ce qui fait que pour faire une opération de plusieurs jours sur un terrain, c'est malheureusement peut-être pas suffisant. Alors, Olivier, là, on voit des robots américains. Nous, on est en France. Je vous propose d'aller voir un sujet qui a été tourné au Bénin par notre correspondant, à qui a posé la question aux Béninois. Il leur a posé la question pour savoir comment ils appréhendaient le robot, qu'est-ce qu'ils en pensaient, et est-ce qu'ils étaient favorables à cette science. On les écoute et on se retrouve juste après. La robotique, définie comme l'ensemble des techniques permettant la conception et la réalisation des machines automatiques ou communément appelées robots, gagne de plus en plus le continent africain sous différentes formes. Comment l'Africain conçoit-il cette nouvelle technologie? Mieux, est-il prêt à vivre avec la robotique? Suivons quelques avis. C'est forcément quelque chose qui va révolutionner les choses, qui va apporter, disons, plus de confort à la vie en général et qui va permettre donc d'aller au-delà des limites ordinaires donc, de l'homme. Je crois qu'il faut y aller et il faudrait surtout qu'en cette matière-là, l'Afrique ne soit pas laissée sur le carreau. On voit déjà des robots dans presque tous les domaines de la vie de l'homme aujourd'hui. Quand on prend déjà ce qui est déjà fait, et puis en Afrique particulièrement, on a vu des startups qui ont créé des robots pour faciliter la vie à des personnes handicapées, les aider donc à retrouver de la mobilité grâce à des robots, les aider à remplir un certain nombre de fonctions. Malgré le doute qu'éprouvent certains à travers l'usage de la nouvelle technologie, notamment les robots qui entrent dans le quotidien, certains estiment que la vie avec les robots permet d'économiser le temps et de l'argent. Puisqu'il y a des travaux qui nous font perdre trop du temps. Donc avec les robots, ça peut aller très vite et bon, c'est formidable quoi. Même dans nos concessions, nous avons des robots domestiques tels que les moulinaises que nous utilisons. On dit souvent que le temps c'est de l'argent. Donc quand nous utilisons des robots à la maison, on gagne non seulement en temps, mais aussi on gagne en matière de monnaie. Donc la vie avec les robots, elle est vraiment formidable. J'imagine que la vie avec les robots, c'est vraiment formidable. Hein? C'est une belle vie qu'on mène avec les robots. L'Afrique, selon certains, n'a pas le choix que de faire avec la robotique. Même si elle manque de moyens, cette nouvelle technologie s'impose à elle, vu la digitalisation du monde actuel. L'Africain est obligé d'être prêt puisque c'est la technologie. Le monde avance, vous savez, nous sommes obligés de nous adapter à la nouvelle technologie. Et il faut forcément que l'Africain se prépare à ça, même si les moyens ne sont pas les mêmes
Donc moi je pense quand même que l'Africain n'est pas prêt, mais l'Africain est obligé de s'adapter. Les robots ne remplaceront pas l'homme en tout domaine. Olivier, là on vient de le voir, on a l'impression que dans les pays un petit peu moins développés ou en cours de développement, la robotique, les robots, l'aide suscitent plus d'espoir que de crainte chez nous où on a l'impression qu'on va nous enlever quelque chose. Le robot n'est qu'un outil. Il doit être évalué dans un processus général et vérifier s'il est bon pour l'être humain ou pas. Et je pense que de ce point de vue-là, il me semble que nos amis qu'on a vus dans le reportage précédent, ils ont une approche très pragmatique. Et je pense que de leur point de vue, à partir du moment où le robot ne remplit pas ce qu'il souhaite ou leur but, eh bien, c'est un objet technique qui ne sera pas utilisé et qui ne sera pas reconduit. Voilà, donc oui, c'est un outil, ce n'est pas une solution. Tout à fait, exactement. Et avoir une approche soit trop positive, soit trop négative, ne me paraît pas être la bonne façon de le voir. Alors, une dernière question, une question qui m'amuse. Dans la fiction, livre, cinéma, vous avez le droit de choisir dans ce que vous voulez. Quel est le robot que vous auriez aimé inventer, que vous auriez aimé construire, créer? Mon rêve, c'est le robot de Isaac Asimov, Daniel Oliwa, un robot humanoïde qui sauve l'humanité. Voilà. Olivier Stas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ce TLS se termine. Alors, j'espère qu'on aura l'occasion de reparler de vos travaux et dès que l'AS Gepetto fait mieux que le Boston Dynamics, on enverra carrément une équipe faire une spéciale avec vous. Merci beaucoup Olivier Stas, à très bientôt. TLS Plus pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau TLS Plus et d'ici là, comme d'habitude, vous le savez maintenant, continuez à vous informer en regardant Télé Sud. À très bientôt, au revoir.